Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un à qui l'apprentissage autonome tient beaucoup à cœur. Ça fait quelques années que je véhicule un concept qui a été développé par celui qu'on appelle le pape de l'auto-formation en France, M. Philippe Carré, que j'ai adapté ici, d'autres personnes dont Henri a travaillé également. Alors, je vais vous reparler de ça un petit peu aujourd'hui à la lumière de l'introduction que nous a été faite par Normand et du positionnement de la formation qui nous a été faite par Henri. Je dirais, en commençant, que si on s'imagine qu'on va garder nos élèves passifs sur nos bancs d'école et qu'au moment où ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont être capables d'être créatifs, imaginatifs, innovateurs et créer leur propre savoir, il y a une dichotomie là-dedans qui est contre-productive. Alors, il faut déjà, en salle, qu'on soit en enseignement traditionnel ou en enseignement individualisé, il faut déjà être capable de mettre nos apprenants en action. J'ai intitulé la présentation « L'enseignement individualisé », mais j'aurais bien aimé l'intituler « L'apprentissage autonome » parce que c'est de ça dont je vais vous entretenir. L'apprentissage autonome, oui, en enseignement individualisé, mais c'est un vocable qui m'apparaît intéressant autant pour tout type de dispositif, toute formule éducative qui met l'accent sur l'apprentissage, y compris la formation à distance, étant maintenant à la SOFA depuis une année. Tout ce que je vais dire présentement pour l'enseignement individualisé se transfère directement à la formation à distance et se transfère aussi directement à toute situation d'apprentissage, en milieu de travail, par exemple, où les employés, les travailleurs ont à se dépatouiller avec des situations de métier, des tâches où ils doivent apprendre, ils doivent se mettre en lien avec leurs collègues, doivent savoir où aller trouver leur information, doivent créer leur propre savoir. Alors, dans nos pratiques d'enseignement individualisé, ça va être très important de s'orienter dans ce sens-là. Maintenant, je vais commencer par une petite distinction entre enseigner et apprendre. On va passer rapidement. Enseigner, c'est un acte de communication qui vise à favoriser l'apprentissage. Mais si on parle d'enseignement individualisé, j'aimerais bien parler d'apprentissage autonome aussi, parce que la personne la plus importante, c'est l'élève, c'est l'apprenant qui est au cœur de son apprentissage. Et on voit qu'apprendre, c'est quelque chose d'assez important, d'assez lourd. Apprendre, c'est un processus de changement qui est dynamique. Alors, on ne peut pas s'imaginer qu'on va placer une personne devant un ordinateur, devant un poste de travail, en lui donnant du matériel d'apprentissage et que la personne va circuler comme ça de façon tout à fait autonome et va apprendre, va réaliser toutes les activités d'apprentissage qu'on a prévues pour elle. Il faut voir en l'acte d'apprendre quelque chose qui est très complexe et qui nécessite une mobilisation de toutes nos ressources internes et qui nécessite aussi de l'accompagnement. On va faire une petite distinction. Ici, on va positionner l'enseignement traditionnel versus l'enseignement individualisé, puis on va parler d'autodidactie au passage. Moi, j'ai des enseignants qui m'ont déjà dit « Ah, ben moi, j'enseigne plus. Je suis en enseignement individualisé, alors je n'enseigne plus. » Cherchez l'erreur. D'autres vont dire au contraire, moi, j'enseigne énormément, j'enseigne maintenant tous les modules parce que dans le plateau, on a tous les modules. Alors, qu'est-ce que c'est l'enseignement individualisé? Dans l'enseignement traditionnel, on a le passage du savoir qui est trituré par l'enseignant pour le présenter d'une façon digeste, d'une façon appréhensible, si ça se dit, pour l'élève. Alors qu'en autodidactie pure, l'élève a accès direct à son savoir. Et en enseignement individualisé, on est dans la même posture, mais avec une intervention de l'enseignant et du dispositif éducatif. Alors nous, on se trouve ici, on se trouve dans une situation d'apprentissage autonome accompagné. C'est-à-dire que si on croit que l'enseignement individualisé, c'est une forme d'autodidactie, on en échappe un petit bout. On échappe le volet d'accompagnement. Maintenant, je reprends un peu la situation de travail, la situation professionnelle que nous a exposée Henri un petit peu plus tôt. Et si je vous demandais quels sont les buts de la formation professionnelle, quels sont les buts des programmes d'études? Bien, on fait ça souvent
on demande aux enseignants quels sont les buts, on va dire, bien oui, une coiffeuse va dire, bien, c'est former des coiffeuses expérimentées. Un mécanicien, ça va être former des mécaniciens compétents, et ainsi de suite. C'est le premier but, rendre la personne efficace dans l'exercice d'une profession. Il y en a 3 autres. Est-ce que quelqu'un tenterait de nommer un de ces 3 autres buts? D'accord? Je vous épargne le martyre, allons-y. Le deuxième étant favoriser l'intégration de la personne à la vie professionnelle. Comment on fait ça? Bien, on a des stages pour faire ça. On a aussi tous les commentaires, toutes les indications qu'on peut donner à nos apprenants sur comment ça se passe dans le marché du travail, les syndicats, les associations professionnelles qui font partie de son métier, toutes les informations qu'on peut donner, croquer sur le vif, issues des bulletins de nouvelles. Favoriser l'évolution de la personne et l'approfondissement des savoirs professionnels, c'est pas rien. On n'est pas un méga service aux entreprises. Le mandat de la formation professionnelle, ce n'est pas de former des personnes centrées sur la tâche. On n'est pas des services sur mesure. Donc, on doit former des citoyens qui soient, certes, compétents en fonction des besoins du marché du travail, bien sûr, mais un citoyen intelligent, éclairé, qui est capable de continuer d'apprendre et capable de prendre des décisions. Parce que le marché du travail d'aujourd'hui, on vient de le dire, c'est plus tellement d'appliquer à la lettre des méthodes ou des procédés, mais c'est aussi d'en inventer, d'en créer, c'est aussi de réagir à des situations qui peuvent se présenter. Et assurer la mobilité professionnelle, tous nos programmes d'études le font parce qu'ils sont d'une certaine façon polyvalents et aussi ça permet à la personne qui est en apprentissage de pouvoir exercer son futur métier dans différents endroits. Alors, si on met la table, bien, c'est très important de dire qu'en enseignement traditionnel, on est déjà avec ces visées-là, à plus forte raison en enseignement individualisé, où là, on est capable d'y donner sa valeur ajoutée, sa plus-value. Maintenant, on va passer brièvement chacun des piliers de l'auto-formation. Ce sont les conditions essentielles. J'étais dans un atelier ce matin où on présentait un nouveau programme sous le modèle d'une classe virtuelle. Et ce que les gens qui nous ont fait la présentation nous ont dit, à un moment donné, nous ont dit ça allait très bien, la plateforme est excellente, le modèle est très beau, les commentaires sont très positifs, sauf qu'on avait oublié une chose, on avait oublié de préparer nos gens à apprendre selon une nouvelle formule. Alors, c'est une erreur qu'on peut faire en enseignement individualisé. Il y en a d'autres. Alors, on va parler des conditions les plus favorables à l'auto-formation, à l'enseignement individualisé. Alors, il y en a 7. Il y a premièrement le projet professionnel, deuxièmement, le contrat pédagogique, troisièmement, un mécanisme de préformation, quatrièmement, des formateurs facilitateurs, cinquièmement, un environnement ouvert de formation, sixièmement, un rythme binaire et septièmement, un triple niveau de suivi. On va les passer individuellement. Alors, le projet professionnel. On a un programme d'études qui est, je dirais, collectif, structurant, en face duquel l'apprenant se situe avec ses propres attentes, ses propres capacités, ses propres attentes, ses propres besoins, ses propres aspirations. Alors, même en enseignement traditionnel, c'est vrai, on a 22 personnes dans nos salles de classe, il y a 22 objectifs individuels qui vont tenter de converger parallèlement aux objectifs du programme d'études. Alors, le projet professionnel, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui va être très long, une trentaine de pages, ça peut être juste 2 ou 3 pages qui va permettre de faire focaliser la personne sur quelles sont ses attentes par rapport à sa démarche. C'est vrai aussi en enseignement traditionnel, c'est intéressant de pouvoir utiliser ce projet professionnel pour aider à mobiliser les ressources des apprenants en fonction de leur démarche. Moi, je valorise beaucoup l'utilisation du projet professionnel et à plus forte raison en enseignement individualisé, où là, on a à faire des suivis de chacun de nos apprenants de façon individuelle. Donc, si déjà au départ, il y a une lancée sur laquelle l'apprenant peut
porter ses savoirs, le développement de sa compétence, bien, il est gagnant et ça aide aussi les personnes qui en feront le suivi. On a une trajectoire qu'on peut appeler, que j'ai appelée une trajectoire structurante par le programme d'études et une trajectoire identitaire par le projet professionnel. On se demande comment faire réussir nos élèves, on se demande comment les mobiliser, comment aller chercher ce qui les intéresse. Bien, pourquoi, dans l'enseignement individualisé, ne pas tenter d'approcher toutes les activités d'apprentissage des intérêts personnels des élèves? Ou tout au moins la démarche, ou tout au moins ce que la personne souhaite exercer comme fonction de travail, d'aider la personne à focaliser sur ses projets de vie, ses projets professionnels tout au long de sa démarche d'apprentissage. Le deuxième pilier, qui est le contrat pédagogique. On utilise ce mot-là en formation professionnelle, le contrat, quand on a des éléments perturbateurs, des élèves qui ont des difficultés comportementales. On va leur donner un petit contrat, je m'engage à. L'élève va signer ça et ça nous donne une petite clé pour aider à faire notre gestion de classe. Maintenant, parlons de contrat pédagogique plutôt. En milieu de travail, quand on fait de l'enseignement individualisé ou de l'apprentissage autonome, on va enchasser tout ça dans un contrat pédagogique. C'est d'une plus grande utilité, c'est une nécessité en fonction de la personne qui exécute ses fonctions de travail et qui apprend à travers tout ça. En milieu scolaire, on peut quand même se donner un contrat pédagogique et souvent, en enseignement individualisé, on va le jumeler avec le projet professionnel, mais on peut le distancier aussi, on peut le distinguer. Et c'est important, tout au moins, à ce qu'un apprenant en apprentissage autonome sache très bien où il s'en va dans sa démarche. Donc, c'est important d'éclaircir au début les attentes et les exigences, autant de ce que l'élève s'attend à recevoir de son enseignant, de son enseignante, de son école, ce que l'école s'attend à recevoir de son élève aussi comme participation, au niveau des objectifs, des conditions de déroulement, les modalités d'évaluation. C'est vrai aussi en enseignement traditionnel, mais en enseignement traditionnel, on a un enseignant qui est en avant, qui va stimuler, qui va faire des rappels, qui va ramener régulièrement tous ces éléments-là, alors qu'en enseignement individualisé, chacun fait son cheminement de façon personnelle. Alors, c'est important de pouvoir référer à ce contrat-là pour pouvoir bien aligner l'apprenant par rapport à son apprentissage. Le troisième pilier, c'est un mécanisme de préformation. Je le disais tout à l'heure, on s'imagine qu'on va amener des apprenants en avant d'un poste de travail et que parce qu'on leur fournit du beau matériel, du bel équipement, que par magie, ils vont fonctionner de façon très performante. Ce n'est pas toujours le cas et c'est rarement le cas. On passe souvent d'un mode d'enseignement traditionnel très transmissif, très passif, « apprends-moi », give me, hein? Sauf que maintenant, avec les jeunes de la réforme qui ont déjà vécu selon l'approche par compétences, on voit une différence quand ils arrivent dans nos classes maintenant. Mais on avait des jeunes qui avaient tendance à être beaucoup plus familiarisés avec un mode d'enseignement transmissif et surtout ceux qui arrivaient directement du secondaire avaient vraiment besoin de changer leur vision et de développer une forme de prise en charge. Alors, passer de l'enseignement traditionnel à l'enseignement individualisé, qui est un mode constructif, qui est un mode responsabilisant, ouvert, j'apprends moi-même, je suis responsable de mon apprentissage, bien, ça prend une petite démarche. On appelle ça un mécanisme de préformation. En formation générale, il existe des projets d'entrée en formation, je crois. Je pense que ça a été développé de façon... je pense, très, très pertinente, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements individualisés en formation générale. Alors, ça aussi, c'est très simple, un petit mécanisme de préformation. On parlait ce matin, justement, de la classe virtuelle. Bon, qu'est-ce que c'est un ordinateur? Si vous utilisez un poste de travail, si vous avez des horaires que vous demandez à l'apprenant de gérer, quel est le dispositif, à quel moment il doit se référer à son tuteur, quel sera son parcours, quelle est la marge de manœuvre en termes de temps. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte, doivent être bien présentés pour que l'apprenant soit face à face avec les bonnes contraintes et les bonnes ressources. Le quatrième pilier, et non le moindre, des formateurs facilitateurs.
On parlait de l'apprenant tout à l'heure, on disait c'est assez utopique de croire qu'on va placer l'apprenant dans une situation nouvelle et de croire qu'il va performer de façon magique. Mais c'est la même chose avec le personnel enseignant. Le personnel enseignant là, font des beaux cours, des beaux bacs à l'université. Ils apprennent comment prendre en charge une situation d'enseignement-apprentissage. Mais là, ils ne sont plus en charge. Ils n'ont plus les mains sur le volant, pour parapher quelqu'un qu'on connaît. C'est l'apprenant et c'est vraiment l'essence aussi de l'approche par compétences. L'apprenant est vraiment au cœur de ses propres apprentissages. Alors, il y a une mutation majeure de l'enseignant dispensateur de savoir à l'enseignant accompagnateur qui, lui, rappelez-vous le triangle de tout à l'heure, n'est pas en train de digérer, de prédigérer la matière pour l'enseignant, mais est en train simplement d'agir sur le processus d'apprentissage. Alors, il faut voir tout ce qui est concret derrière ces concepts-là, à savoir comment un enseignant va se comporter dans une salle de classe. Et c'est de là que l'enseignant va arriver à dire « moi, j'enseigne plus », parce qu'il est en perdition de son rôle de dispensateur-accompagnateur, de dispensateur d'enseignant, mais il ne comprend pas encore tout à fait quel est son rôle d'accompagnateur. Et comme direction, comme conseiller pédagogique, vous avez à aider l'enseignant à prendre des nouvelles dispositions par rapport à son nouveau rôle. Et ça, c'est le cœur de votre situation d'apprentissage. Des enseignants qui sont capables de laisser de l'autonomie, de développer du matériel pédagogique autonome, mais qui sont capables d'agir sur le processus d'apprentissage. Et pour ce faire, c'est terrible pour un enseignant de croire qu'il n'a plus le monopole du savoir si c'est ce qui le définissait comme enseignant, c'est ce qui le définissait comme professionnel. Alors, c'est très important de comprendre que son rôle est non pas diminué, mais il est majoré. Parce que l'apprentissage, tout le monde peut apprendre, mais son rôle maintenant, c'est non pas d'enseigner, mais de veiller à ce que les élèves apprennent. Et ça, il y a du gros travail à faire à ce niveau-là. Alors, c'est important pour le personnel d'enseignant de se former. Et pourquoi pas un beau petit module d'auto-formation pour former votre personnel enseignant. Mettez-les en enseignement individualisé eux-mêmes. Vous allez voir qu'en vivant la chose, ils vont la voir très différemment. Le 5e pilier, c'est un environnement ouvert. On parlait tout à l'heure de situation de travail. La formation professionnelle, ça a été conçu comme tel, comme un environnement de travail simulé, à plus forte raison en enseignement individualisé, alors que chaque apprenant est capable de faire son apprentissage devant son matériel et ses équipements. Il ne faut pas oublier que le multimédia, ce ne sont que des outils. Il y a toujours la volonté pour apprendre, la discipline pour s'entraîner. Tous ces facteurs-là, c'est donné par une forme d'accompagnement. On peut avoir des outils qui sont très perfectionnés, qui vont être très encadrants, donner beaucoup de routines, de consignes. C'est très bien. Mais il y a tout l'aspect de persévérance, tout l'aspect de la confiance dans la réussite qui est donné par l'accompagnant, qui est l'enseignant, et en formation à distance, qui est le tuteur. Il n'y a pas de formation à distance réussie, ou très peu, je dirais, sans accompagnement. Même chose pour l'enseignement individualisé. Alors, il ne faut pas négliger d'ouvrir votre environnement, de diversifier les situations d'apprentissage. Pourquoi ne pas faire travailler les apprenants sur des éléments qui les intéressent personnellement? On a vu qu'il y avait un projet professionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doive complètement disperser notre groupe classe, mais on peut ouvrir notre situation d'apprentissage et permettre que chaque personne réalise le projet de son choix dans le cadre de 2 ou 3 projets différents pour aller personnaliser son approche. Et le 6e pilier, un rythme binaire, réfléchir, agir. On dit en enseignement traditionnel, ça prend des moments pour réfléchir. Mais en enseignement individualisé, on réfléchit beaucoup. Ça prend des moments pour agir aussi, mais ça prend des moments pour confronter nos apprentissages. Et ça, c'est une autre difficulté, et c'est vrai aussi en formation à distance. C'est important, les grands théoriciens de l'apprentissage vont dire que pour réaliser un apprentissage autonome, il faut être capable de confronter ces apprentissages. Mais quand on est en enseignement individualisé, c'est pas facile. Les élèves sont plus ou moins intéressés à partager. Bon, on va s'asseoir, on va faire un petit caucus, on va partager. Mais il y a certainement des façons
On peut, par exemple, à la suite d'un module qu'on sait qui est très exigeant, on peut demander des élèves de venir faire des témoignages à d'autres élèves. On peut faire travailler certains éléments de compétences en équipe. Ce n'est pas parce qu'on est en apprentissage individualisé que les apprenants n'ont plus le droit de se parler. Sur le marché du travail, ils vont bel et bien se parler. Alors, pourquoi ne pas mettre en place des conditions qui vont ressembler à ce qu'ils vont vivre sur le marché du travail? Donc, essayez de varier votre rythme, de leur donner des moments pour pouvoir confronter leurs apprentissages. Et bien ça tombe sous le sens, un triple niveau de suivi. Donc, on a le suivi individuel de chaque apprenant, on a le suivi collectif de notre dispositif d'enseignement individualisé et on a le suivi organisationnel d'un centre, par exemple, comme celui où que Normand dirige, où il y a plusieurs programmes d'études en enseignement individualisé. Je vous laisse sur une dernière diapositive qui fait qui permet de juxtaposer deux petites typologies. Nos élèves ne sont pas tous au même niveau d'autonomie. Ça passe de la dépendance à l'autonomie. Et l'accompagnement, à ce moment-là, par le personnel enseignant, doit s'ajuster à ces niveaux différents d'autonomie. Alors, on ne dira pas à un élève qui est insécure, « Bon, je te donnais les consignes hier, va faire le travail. » On va l'accompagner, on va le prendre un petit peu plus par la main. Alors, ici, dans cette diapositive, vous avez une typologie sur les types de leadership. Alors, ça peut se juxtaposer d'un à l'autre. Un élève dépendant, on va le diriger, mot à mot, lettre à lettre. Un élève intéressé, on va le guider. Un élève qui est rendu à un stade où il s'implique, où il prend des initiatives, on va faciliter. Puis l'élève complètement autonome, on va déléguer. Alors, je trouvais cette diapositive-là intéressante pour vous dire aussi qu'en enseignement individualisé, on le fait en traditionnel. On adapte nos interventions aux personnalités et où sont rendus nos élèves. Et à plus forte raison, en enseignement individualisé. Alors, c'était mon défi. Quel est le défi sur le plan pédagogique? C'est comment accompagner le changement de paradigme, passer du paradigme de l'enseignement au paradigme de l'apprentissage. Et c'est tout un défi. Ça résume l'ensemble de nos propos. C'est une très belle maxime. L'analphabète d'hier était celui qui n'avait pas appris à lire. L'analphabète d'aujourd'hui est celui qui n'a pas appris à apprendre. On est là, mais on n'est plus là. On est dans l'autre. L'analphabète de demain sera celui qui n'aura pas appris à créer. Créer son savoir, créer sa vie. Alors, merci beaucoup à nos trois panélistes. Vous réalisez que l'enseignement individualisé, l'implantation de l'enseignement individualisé est un grand défi pour en faire une formule éducative efficace. Et nos panélistes avaient un grand défi cet après-midi de nous rapporter des concepts à partir desquels il faut avoir des préoccupations pour faire de la formation en enseignement individualisé efficace.